Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À vos débuts, vos dons vous ont permis de trouver de généreux donateurs. Grâce à eux, vous exercez le métier de vos rêves. À votre tour de donner, ou plutôt de partager votre amour de la vie à travers ce nouvel album. Bonjour Grégoire. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Bonjour, parce qu'en plus on s'était vu au début des Clés d'une vie, on démarrait Sud Radio. Aujourd'hui, non seulement on a plus de 900 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, mais on est ouvert à Lyon ces jours-ci. Donc vive Sud Radio et vive votre nouvel album, Vivre justement, qu'on va évoquer à travers des dates clés bien entendu, puisque c'est le principe des Clés d'une vie. Alors on va revenir un peu sur le passé avant de parler du présent et de l'avenir. Première date que j'ai trouvée, c'est le 12 mars 2008. Écoutez ce générique. Le journal télévisé de France 2, car votre première télé, il faut être fort, vous passez 1 minute 40 au journal télévisé, vous en souvenez? Oh là là, c'est loin, mais c'est vrai, oui, effectivement, pour parler du site. Exactement, puisque c'est la première fois qu'on parlait du site My Major Company, et quand vous étiez le premier à avoir utilisé ce site, vous avez une longue interview dans le journal de 20 h. Oui, oui, tout à fait, effectivement, on a parlé du site avant de parler de moi et avant de parler de ma chanson d'ailleurs. Voilà, et on vous interviewe, et il y a beaucoup de producteurs qui sont interviewés en disant ce site a de l'avenir. Il y a quand même des maisons de disques qui disent on n'est pas sûr, et puis il y a quand même des gens qui disent finalement ça permet de prendre des risques, ce que les maisons de disques ne font plus. C'est vrai, et oui, effectivement, les maisons de disques, elles pensaient que les plateformes de streaming ça marcherait pas non plus. Donc voilà, non, là c'est des gens de la musique qui sont lancés sur Internet. C'était pas des gens d'Internet qui allaient. Donc c'est ce qui m'avait rassuré moi. Pour ça que j'avais signé avec des gens de la musique qui se lançaient sur Internet. Et puis vous avez été le premier à prendre le risque de tenter l'aventure. À l'époque, c'était pas évident. Non, c'était pas évident, mais il y avait quand même Michael Goldman, il y avait des gens de confiance. Je savais que des gens qui avaient les pieds sur terre, qui savaient ce qu'ils faisaient et qui connaissaient le métier. Donc non, ils avaient un discours qui tenait la route et qui me rassurait. Oui, parce que dans les maisons de disques à l'époque, on s'intéressait surtout déjà au profit plutôt qu'à l'artiste. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion dans une maison de disques où le grand patron dit on va sortir une compilation de Mouloudji. Quelqu'un peut me parler de Mouloudji? Silence total. Et finalement, il y a une petite main au fond de la salle qui se lève et qui dit « Je crois que c'est de Georges Moustaki ». Ah, pas mal. C'est pas mal. Alors, c'était quand même une folie. Avec le recul, vous dites pas que c'était une folie de tenter ça? Non, parce qu'en fait, contrairement à des émissions où, comme j'allais dire, on rentre dans un château comme la Starac et on en ressort au bout d'un mois, et que si on finit 11, 12e, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, je me suis dit, si ça marche, c'est super. Et si ça marche pas, personne n'en entendra parler. Donc, dans ces cas-là, je pourrais faire autre chose quand même. Voilà. Et on a beaucoup entendu parler de cette chanson. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour. Ça fait 15 ans que cette chanson, on continue à l'entendre. Oui, tout à fait. Ça vous surprend? Dans l'absolu, ça me surprend. Après, à chaque fois que je l'entends, je me dis, elle est quand même pas mal. Elle a quelque chose d'entêtant. Elle est, c'est assez inexplicable. Sinon, j'en aurais fait des tonnes comme ça. Mais non, elle a quelque chose d'exceptionnel. Et puis l'histoire, une chanson, c'est aussi une histoire. C'est pas qu'une mélodie et une musique finalement. Il y a toute l'histoire de My Major Company qui va avec. Les gens se sont accaparés cette chanson et mon histoire. Et comment elle est née cette chanson? Comment elle est venue à votre esprit? Cette chanson, elle est venue sur une trottinette. Je cherchais en fait à écrire une chanson où je commençais par un refrain. Et en fait, j'ai eu ce refrain, mais j'ai jamais eu le couplet. Et donc j'ai fait une boucle, un peu comme une sorte d'hommage au ritournelle de notre enfance, j'allais dire Frère Jacques ou plein de choses comme ça. C'est vraiment que des boucles des sortes de canons. Et ensuite, ma mère étant prof de maths, mon père était docteur en maths. Je pense que l'équation, le toi plus moi, il y avait ce côté-là. Et j'avais envie d'écrire une chanson joyeuse parce que j'avais connu pas mal de douleurs. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, si j'écris quelque chose de joyeux, les gens qui me connaissent, ils vont vouloir quand même sourire et ils vont se dire, tiens, allez, il veut faire la fête, on va faire la fête avec lui. Et ceux qui ont fait la fête avec vous, ce sont 60 de vos producteurs sur 347 qui ont tourné dans le clip. Exactement. Ça a été quelque chose, ça. Ah oui, c'était super. C'était l'idée. Après, quand on se lance dans My Major Company, il y avait vraiment cette idée de demander au public de participer à l'album financièrement, oui, mais aussi de leur proposer des choses. Donc on leur a soumis la pochette, on les a invités effectivement à tourner dans le clip pour qu'ils puissent participer, voir un peu de l'intérieur. C'était un peu aussi l'idée du site. C'était pas que demander de l'argent,
gens, c'était de vivre une aventure humaine. Et 347 personnes, ça vous a surpris au départ qu'il y ait autant de monde? Alors ça m'a rassuré, et puis c'est allé tellement vite, faut avouer que ça a mis 1 mois et demi. Oui, entre le 20 décembre et le 15 février, je crois. Exactement, à peu près 1 mois et demi, et donc tous les jours c'est comme quand vous actualisez sur Internet, c'est incroyable, et donc un moment... J'allais dire, on voyait tellement la dynamique que presque mi-janvier, on s'est dit, ok, ça va y aller, maintenant il faut déjà se préparer pour la suite. Oui, parce qu'en plus, quand on voit les producteurs, il y a toutes les générations. Oui, il y a toutes les générations, plein de gens il y a ceux qui étaient fans d'Internet et des sites Internet comme ça, et puis il y a d'autres gens qui en avaient entendu parler et qui étaient plus du côté, alors le côté Goldman, puisqu'il y a le fils de Jean-Jacques Goldman dedans, donc il y avait quelques médias qui en parlaient, alors c'est vrai, aussi bien des gens qui étaient des investisseurs purs et durs, et puis d'autres, des amateurs de musique, et qui se sont dit, il y a d'ailleurs une très belle histoire de quelqu'un qui aimait la chanson, qui a entendu Toi plus moi, et qui avait économisé 3000 € pour les 30 ans de mariage, et qui voulait emmener sa femme en voyage. Et il a dit à sa femme, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'économise, mais je pense qu'on va au moins gagner notre argent. On va se rembourser. Ça te dit qu'on le fasse, et il l'a fait, il a gagné 20 fois sa mise. Oui, c'est extraordinaire. Et ils ont fait le tour du monde. Ah, c'est formidable. C'est génial. C'est vrai que tous les producteurs ont gagné 20 fois leur mise, que personne 20 fois leur n'imaginait. mise, oui. Voilà, il y en a qui ont misé, alors il y en a qui avaient les moyens, mais eux, ceux qui ont misé 3000 €, là, ils avaient tout économisé depuis 10 ans pour un anniversaire de mariage. Je crois qu'il y a eu 1 200 000 exemplaires de l'album. Oui, à peu près, même plus maintenant. Et en plus, il y a eu un second clip avec la tournée. Exactement. Il y a eu le clip Nuage, on a filmé la tournée, on a fait des images de tout ce qui est, j'allais dire, le backstage, en fait, les coulisses, pardon, pour parler en français, qui sont les coulisses, et donc montrer un peu l'intérieur. C'était aussi une façon de faire participer les gens. Et puis, vous les avez revus, ces producteurs? Vous avez des nouvelles de temps en temps? Alors, il y en a certains qui sont encore là, que j'ai de manière récurrente, et puis après, il y en a d'autres, non, effectivement, j'ai pas forcément de nouvelles, mais voilà, ce sont des gens qui me suivent souvent, oui. Alors, la musique, pour vous, ça a commencé à l'âge de 8 ans au piano avec cette mélodie. And you can tell everybody this is your song. Your Song, Elton John, ça vous a marqué cette chanson? Ah bah Elton John en général m'a marqué, c'est vrai, et puis le piano, alors c'est un mélange, il y a les Beatles aussi, et c'est vrai que Your Song, Let It Be sont des chansons qui m'ont donné envie de faire du piano, envie de faire de la musique. Et puis Your Song, c'est une chanson qui est sur le 2e album d'Elton John, qui a été écrite par Bernie Taupin sur la table du petit déjeuner de la maman d'Elton John. Oui. Il avait quelques minutes, il a écrit ça sans imaginer que ça deviendrait culte. Voilà, devant des œufs brouillés. Exact. Alors, finalement, la chanson, au départ, vous aimiez ça, mais vous avez eu une vie très tranquille. Je crois que vous êtes allé au lycée Saint-Vincent à Senlis, qui est un lycée très religieux avec les pères maristes. Alors ça, c'était avant. Il y avait encore 2 pères maristes. Nous, à l'époque, on était tous des externes, etc. Je sais que la génération d'avant avait connu l'internat et le pensionnat. Mais donc, oui, il y avait les pères maristes, mais ils étaient 2, ils célébraient des offices, mais pas quotidiens. On avait c'était quand même, après ça reste une école, un lycée privé catholique, mais c'était pas un pensionnat. Et puis les résultats du bac, c'était 99,4% de réussite, et vous, je crois, non seulement vous avez réussi, Grégoire, mais vous avez eu la mention bien. Alors non, assez bien. Faut être honnête, assez bien, mais j'ai quand même eu la mention assez bien, effectivement. Et oui, là-bas, effectivement, c'est aussi l'avantage, hein, ce cursus, c'est d'avoir de bonnes, de bonnes notes, et puis essayer de se donner le plus de bagages pour la suite. Vous étiez un élève sérieux? Sérieux, oui. En fait, il y avait toujours quand même un sorte de peut mieux faire. C'est-à-dire que je me contentais d'avoir ce qu'il fallait avoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai peut-être pas eu la mention bien. C'est-à-dire que j'aurais dû être un peu plus. Alors, à ma décharge, j'ai passé mon bac en 98, et donc les révisions, c'était un peu avec la Coupe du Monde. Oui. Donc voilà, j'étais quand même content d'avoir assez bien. Alors, curieusement, après, vous avez fait quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est une licence en langue étrangère, en anglais et en allemand. Exactement. Pourquoi? En fait, moi, je voulais mes parents m'ont demandé un bac+2, donc j'ai fait des études parce que je trouvais qu'ils avaient raison quand même. Le métier de musicien, c'était pas un métier évident, donc autant avoir un diplôme. Et puis, j'ai fait de l'allemand depuis la 6e, donc j'ai continué. Je me suis dit, tiens, quel est le diplôme qui va être le plus large pour soit faire un peu de journalisme ou soit travailler dans une maison
de disques, enfin, travailler dans la communication, j'adore l'anglais aussi, donc que ce soit à l'international, si je fais pas de musique, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Et c'est vrai que c'est ce qui permettait d'être le plus large. On apprenait le marketing et tout ça. Oui, mais ça ne vous empêchait pas d'écrire, je crois, depuis vos jeunes années, des poèmes. Tout le temps. Depuis la 5e, 6e, quand j'avais 11-12 ans, j'ai commencé à écrire des petits poèmes. Et puis à force, entre le fait de reproduire les chansons des autres et écrire des poèmes, à un moment, vers 15-16 ans, j'ai commencé à mélanger les deux pour faire mes propres chansons. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces poèmes? Oh, il y en a qui ont disparu complètement. Il y a peut-être des jeunes filles de mon collège qui les ont encore. En tout cas des lettres, ça je pense quand même. Mais sinon, non. Après j'ai des chansons qui datent de cette époque. Il y avait notamment sur le premier album Rue des Étoiles que j'avais dû écrire vers 17 ans. Donc c'était vraiment un besoin d'écrire et de chanter. Permanent, c'était vraiment quelque chose qui m'obsédait. Je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs pour que ma mère me laisse pas, enfin, j'allais dire me laisse tranquille, elle m'embêtait pas. Mais si je faisais pas mes devoirs, elle me courait après. Donc je faisais mes devoirs pour être sûr d'avoir rien enfin, pour être sûr de pouvoir faire ce que je voulais. Et après j'écrivais toute la soirée. Et votre devoir aujourd'hui, c'est d'évoquer cet album dont on va continuer à parler à travers une autre date, le 6 avril 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Grégoire. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Grégoire. Grégoire, le retour avec un nouvel album, Vivre. Votre vie, justement, il y a eu d'autres choses avant cet album Vivre, donc on les évoque dans les clés d'une vie, selon la tradition. Et le 6 avril 2011, c'est la sortie d'un film qui va vous dire quelque chose. Je commence à comprendre ce que l'on veut de moi, ce que j'ai dû entendre, mais que je n'écoutais pas. Je commence à comprendre. Et moi, je comprends que c'est la bande originale du film Titeuf, oui. de Zep. Exactement. Et comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Et ben en fait, c'est marrant parce qu'il y avait Johnny qui chantait. Moi, j'ai été en première partie de Johnny au Stade de France. Il y avait Goldman qui a chanté aussi. Il y a plein d'artistes. Et en fait, il y avait aussi Robert Goldman qui était dans l'artistique de cet album. Et il cherchait quelqu'un de la jeune génération parce qu'il y avait beaucoup de entre guillemets ancienne génération, mais et moi je venais d'arriver et ils ont soumis mon nom et Zep a trouvé ça assez intelligent. Oui. Vous connaissiez les bandes dessinées de Zep, Titeuf? Oui, bien sûr, tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma génération. C'était juste après moi, mais ça passait soit à la télé en dessin animé, soit oui. Et puis c'est un petit garçon plutôt très drôle. Et puis en plus, Philippe Chapuis, donc Zep, il a choisi ce pseudonyme en hommage à Led Zeppelin. Ah, je savais pas. Il l'adorait, il était fan de Bob Dylan aussi. Oui. Il a signé une BD qui s'appelait L'Enfer des concerts. Oui, tout à fait. Et ça, je l'ai vu. Et il a formé 2 groupes de musique et enregistré 2 disques. Ah, ça, je savais pas. Mais en tout cas, je sais qu'effectivement, il avait dessiné le rock. Exactement. Alors, cette chanson, je commence à comprendre, chez Jean-Jacques Goldman, dont vous aviez entendu parler très jeune, je crois, par une copine. Oui, effectivement. Alors très jeune, ouais, j'avais 17 ans. Et moi, j'écoutais beaucoup de pop anglo-saxonne. J'écoutais peu de français. Je connaissais bien sûr Goldman, je connaissais ses grands tubes. Mais un jour, elle me dit, tiens, écoute cette chanson-là. Et elle m'a fait écouter une chanson moins connue qui s'appelle Confidentiel. Oui. Et j'ai trouvé cette chanson absolument magnifique. Et je trouvais qu'elle, c'était un peu le genre de chanson que j'espérais, ou en tout cas vers lesquelles j'aspirais. Et donc j'ai commencé à écouter tout ce qu'on appelle les phases B de Jean-Jacques Goldman. Et je me suis dit, il y a quelque chose dans ce qu'il raconte déjà. Je trouve qu'humainement, il a quelque chose. J'ai envie de rencontrer cet homme-là, l'homme et l'artiste aussi, parce que je trouvais qu'en français, c'était vraiment des bonnes mélodies et des textes simples, sans être faciles. Et voilà, entre ceux qui inventent des grandes phrases et qui se prennent pour je sais pas qui, entre Ferré et Brel qui sont inatteignables, j'allais dire qui sont à un niveau qui sont à la limite de la poésie. Lui, il était dans le langage un peu parlé, mais quand même très construit, des idées très intéressantes sur la forme, sur le fond, et ça me touchait énormément. Et donc oui, c'est devenu une sorte de déclic. Et à ce moment-là, j'ai fait une fixette sur le fait de rencontrer cet homme, Jean-Jacques Goldman. Et vous vous êtes dit, un jour, je le rencontrerai. Oui, immédiatement. Je me suis dit, c'est lui que je dois rencontrer parce que c'est là c'est là que je dois tracer ma carrière. Et un jour, moi, j'ai parlé avec Jean-Jacques Goldman qui m'a dit, vous n'imaginez pas la complexité d'écrire un texte ou une musique, ce sont des semaines et des semaines. Et c'est vrai que
au point de vue professionnel, si ces chansons restent aujourd'hui et sont cultes, c'est parce que c'est un travail immense, c'est pas écrit sur un coin de table. Ah non, lui, c'est un travail d'orfèvre. Le connaissant, en plus, dans le bon sens du terme, hein, c'est un besogneux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir. Il disait toujours qu'il avait besoin d'avoir écrit 3 à 4 pages d'un grand livre pour faire une chanson sur un sujet. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de retourner, il a besoin que ce soit parfait à la lettre, à la virgule près. Ça vous a appris quelque chose de voir travailler Goldman, Grégoire? Oui, mais surtout en plus de le voir vivre d'une certaine manière, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, humainement, et ça se ressent dans ce qu'il raconte, qui est assez incroyable, et il n'y a jamais de décision prise à la va-vite. Il fait toujours un pas de côté, il prend toujours un recul sur une situation, et il a toujours enfin pour moi en tout cas, il a toujours la vision juste. Il remet toujours en cause, il se fait toujours un peu l'avocat du diable, il soupèse, il n'a pas de préjugés, et c'est assez fascinant. Oui, et puis il a une discrétion dans la vie quotidienne qui est incroyable. Je me souviens l'avoir rencontré à Plan de Cuc, où il vivait à l'époque, au-dessus de la gendarmerie, dans un 3 pièces, et il y avait le golf et le tennis où il déjeunait, et s'il allait déjeuner au golf, le patron du tennis le savait, et il lui interdisait de cours pendant 3 semaines. Il n'y a pas plus discret que Jean-Jacques Goldman. Ah non, il n'y a pas plus discret. Mais il est naturellement comme ça. Hein. Il est simple, surtout. C'est quelqu'un qui considère que être chanteur, c'est un métier, comme certains sont boulangers, etc. Et donc, quand on ferme le magasin, eh ben, on rentre chez soi, en fait, et on va pas faire des baguettes chez soi, entre guillemets, quand on est boulanger. Voilà, lui, il rentre chez lui, il est pas là pour... et quand il va au restaurant, il est pas là pour dire « je suis chanteur ». Quand vous arrivez quelque part, vous déclinez pas votre profession, non ? Donc oui, alors après, il est célèbre, etc. Mais non, il a su jouer avec ça et les gens l'ont bien compris. Oui, et vous avez un autre point commun que vous avez transmis en chanson. Pour vous, mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. Alors ça s'appelle La Promesse, et un duo avec Jean-Jacques Goldman, pour quelqu'un qui rêve de le rencontrer, c'est un rêve, Grégoire. Ah, c'était un rêve, surtout que ça faisait 10 ans qu'il avait pris sa retraite. Même son fils Michael m'a dit non, mais il le fera jamais, il a pas envie d'être dérangé. Et au final, on l'a fait, il m'a dit oui. Donc j'ai pas demandé pourquoi il m'avait dit oui. Mais oui, on a fait cette chanson sur mon 2e album. Oui, et une chanson qui évoque un point commun, qui est le côté scout, car vous avez tous les deux été scouts et fait votre promesse. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas forcément écrit pour les scouts, c'était j'avais commencé à écrire cette chanson après un reportage sur la résistance. Et il y avait cette idée de compagnon, et après effectivement le mot promesse, donc ce soit effectivement les résistants, mais même les groupes un peu comme les scouts où vraiment on s'entraide. Moi j'ai fait du rugby aussi, donc c'est des valeurs, je sais qu'il adore ce sport, donc c'est plein de valeurs comme ça qui le touchent beaucoup, et donc c'est pour ça que cette chanson, je pense qu'il a accepté de la chanter avec moi. Le scout, c'était vos années d'adolescence, vous partiez en camp? Oui. Alors j'en ai pas fait longtemps, mais c'est vrai que c'est quelque chose, comme dirait Goldman, ça m'a appris à cuire un œuf au plat, ça m'a appris des choses, à me débrouiller, à me repérer un peu dans une forêt, à m'intéresser déjà, à m'éveiller à la nature, et je pense que c'est très important. Et il y a un jour important, c'est qu'il y a eu le jour à Jambeville, devant 18 000 scouts, vous avez chanté Toi plus moi. Oui, exactement. Après, j'ai été contacté par les scouts qui d'ailleurs chantaient beaucoup La Promesse, et qui m'avaient contacté pour le grand rassemblement, et donc j'y suis allé avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est un moment dont je me souviens encore. Et le mot jamboree, je sais pas si vous savez d'où ça vient, Grégoire. En fait, ça vient de la langue indienne. Ça signifie réunion pacifique de toutes les tribus. Et c'est Baden Powell, le fondateur des scouts, qui voulant rassembler les scouts de toute l'Angleterre pour le premier de jamboree de l'été 2020 a choisi, de l'été 1920 a choisi ce terme. Ah, je savais pas, mais en tout cas, oui, c'est... Alors, le premier disque est sorti, il y avait l'angoisse du second, et finalement, 400 000 exemplaires, 4 disques de platine. Oui, exactement. Vous aviez peur de ce second album? De toujours, hein. Surtout après un succès comme Toi plus moi, c'est toujours compliqué, mais après, là, j'étais rassuré parce que Jean-Jacques Goldman partage un duo avec moi, et puis je l'ai fait dans la même dynamique que le premier, donc j'étais
pas très inquiet, mais on savait jamais, quoi. Oui, parce qu'on sait jamais, une carrière, un disque, ça peut marcher, et le second, c'est le qui tout double. C'est qui tout double. Après, je suis pas sûr, parce que maintenant, il faut, je dis ça pour la jeune génération, il y en a des artistes très connus dont le premier n'a jamais marché, le second a marché, qui ont fait marcher le premier et le troisième. Il faut toujours continuer. Je pense que ce qui est important, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. Et si vous regardez aujourd'hui, les gens qui restent sont des gens qui n'ont pas arrêté de travailler, qui n'ont pas arrêté. Alors, c'est penser à la famille quand même, hein, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que c'est la productivité. C'est le fait d'écrire des chansons, de ne jamais s'arrêter et de pas faire ça comme ça à la va-vite. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait. Et c'est pour ça que j'arrête pas. Et un autre point commun que vous avez avec Goldman, c'est cette vie tranquille que vous menez, discrète. Et ça, pour vous, Grégoire, c'est très important. Oui, c'était vraiment aussi pour ça que je voulais le rencontrer, c'est parce que j'étais fasciné. Alors on pourrait aussi citer Francis Cabrel, mais ce côté un peu, je fais mes chansons et le reste, ça m'appartient. Alors moi, ma femme est productrice, donc on la connaît un peu, mais il y a quand même le côté rentrer chez soi, déconnecter et pouvoir aussi, alors soit déconnecter ou soit se retrouver, se ressourcer pour pouvoir mieux composer et mieux créer. Et donc moi j'ai envie de cette tranquillité. J'ai pas envie d'avoir effectivement des gens qui sont au pied de ma porte, comme je pensais à Claude François ou des gens comme ça. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on crée, cette espèce de distance, cette espèce de mythe autour de soi. Et moi en tant qu'artiste, non, j'aime la proximité avec les gens, et d'ailleurs c'est pour ça que le site My Major Company m'a plu, c'est d'être en rapport direct avec le public. Oui, et en même temps vous répondez à vos fans quand ils vous écrivent, c'est rare ça? Oui, j'essaie, j'ai une sorte d'empathie, j'ai toujours tendance à essayer de me mettre à la place des autres, et donc je me dis... Quand moi j'écrivais, j'aurais bien aimé avoir une réponse. Alors il y a certains endroits, plus sur Instagram que sur pour les citer, que sur Facebook, parce que c'est plus fou Facebook. Mais en tout cas, je réponds le plus possible. Ouais. Voilà. En tout cas, vous répondez parfaitement à mes questions aujourd'hui, et j'en ai d'autres à vous poser à partir d'une autre date, le 17 janvier 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Grégoire. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Grégoire, le retour avec cet album Vivre qu'on va évoquer dans quelques instants. Alors, on a parlé de vos débuts dans la chanson, de My Major Company, de rencontre avec Jean-Jacques Goldman, mais il y a une chose qu'on sait peu, c'est que vous n'avez pas comme seule passion la chanson. Et la preuve, c'est le 17 janvier 2008, la sortie d'un livre qui vous a beaucoup marqué, qui s'appelle Joueur né. Ah oui, tout à fait, effectivement, qui est un livre sur la vie de Stuart Ungar, qui est le plus grand joueur de poker de tous les temps, et de Gin Ramy. Et c'est vrai que le jeu en général, mais le poker, c'est quelque chose qui me passionne. Oui, et c'est vrai qu'un jour, un copain vous offre ce livre, et ça a été un déclic. C'était un déclic parce qu'en fait, c'est un jeu soi-disant de hasard, mais lui, il démontre qu'il a pu maîtriser ce jeu presque à la perfection. Alors c'est une vie, j'allais dire, elle est digne du film Les Affranchis, hein. Il y a la mafia, il y a plein de choses comme ça, c'est les années 70 à Las Vegas, c'est plein de choses dans le genre, mais ce jeu qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est passionnant, lui il a maîtrisé, et donc oui, je suis assez fan de ça. Oui, il y a deux films d'ailleurs qui correspondent à ce livre, c'est Les Affranchis et Casino. Oui. Et curieusement, dans Les Affranchis, Tommy, qui est joué par Joe Pesci, se charge d'éliminer Billy Bates joué par Franck Vincent, et dans Casino, c'est au tour de Franck Vincent de participer au meurtre de Joe Pesci. Oui, tout à fait. C'est assez curieux. Oui, mais ça c'est les histoires à l'américaine, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est vrai que Nolan Dalla, qui a écrit ce livre, c'est un monsieur qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, et qui aujourd'hui coordonne les médias et les joueurs dans les championnats du monde de poker. Oui, effectivement, et puis il est encore là-bas. Moi, je l'ai rencontré là en novembre dernier, parce que c'est vraiment un livre qui me passionne, et je voulais parler avec son auteur, et puis surtout, lui, il l'a connu, il l'a interviewé, c'est de là qu'est tiré le livre. D'ailleurs, vous songez à faire une série télévisée à partir de la vie de ce joueur? Exactement, on est en train de mettre en place un scénario avec un scénariste de talent qui s'appelle Claude Scasso, et il est en train d'écrire tout ça, et c'est vrai que ça commence à prendre forme. Après, on va voir où ça termine, mais on est en train de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire le début, de faire des synopsis, de séparer en épisodes, et puis après on va aller rencontrer des producteurs et d'autres.
Alors, le poker, on l'oublie souvent, c'est d'origine française. Je ne sais pas si vous le savez. Sa racine vient de la France et de l'Allemagne. Et ce sont les mots époque et potchen qui ont fait la variante d'un jeu français qui s'appelait POC. Et c'est devenu le poker. Oui. Et ensuite, ça a traversé les États-Unis. Et ça a changé la vie des Américains. Ah bah les Américains, ils jouent en permanence. Et puis alors maintenant, il y a plusieurs pokers. Au début, c'était les 5 cartes, les fameuses 5 cartes de cow-boy fermées. Comme ça, personne ne voit le jeu. Là, maintenant, on a 2 cartes. Ça s'appelle le poker, le Hold'em No Limit. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est devenu très populaire, très facile à apprendre, mais très très dur à maîtriser. Et avant de jouer au poker, je crois qu'enfant, Grégoire, vous avez beaucoup joué au bridge, car votre mère était championne de bridge. Alors ma mère était championne de bridge, mais moi j'ai pas joué au bridge. En revanche, on jouait beaucoup aux cartes, au tarot, au whist, à l'ascenseur, toutes ces choses-là. Et puis même, je vais dire, les jeux de société, on a effectivement beaucoup joué à tout. Le poker a été un déclic. Ah oui, le poker, les cartes, et puis c'est vraiment quelque chose. C'est passionnant le poker parce que non seulement il y a le jeu, il y a à apprendre, mais il y a aussi apprendre à gérer ses émotions. Donc c'est quelque chose qui vous apprend beaucoup par rapport à la vie. Et vous avez commencé par le poker en ligne. Oui, bah ça a explosé en 2003 le poker en ligne, et c'est vrai que le poker en ligne c'est une sorte de facilité, on est chez soi, et alors pour apprendre c'est quand même pas mal parce qu'on joue beaucoup plus de mains entre guillemets qu'en live, qu'en vrai. Donc là on apprend beaucoup plus vite. Et puis ensuite ça a été les championnats. Alors je crois que ça a commencé, vous avez gagné un tournoi en France, vous avez fait 3 jours dans un tournoi à Las Vegas au championnat du monde, au Rio Casino. C'est vraiment devenu quelque chose d'important pour vous. Oui, j'y vais souvent, j'y vais même tous les ans. Je suis devenu très ami. Alors il y a beaucoup de gens dans le monde du poker dont je suis proche, et parce que ça me passionne. C'est vrai que j'ai été champion de France en ligne sur un site, je vais pas le citer. Et puis oui, j'ai fait quelques performances, mais c'est une passion, et c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. C'est un univers très particulier quand même. Alors beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup. À l'époque c'était on boit du whisky, on a des chapeaux de cow-boy, etc. Non, aujourd'hui les joueurs de poker c'est quand même une compétition. Il faut rester 10 heures à table concentré. C'est des gens qui se nourrissent sainement, c'est des gens qui font du sport, c'est des gens qui réfléchissent au mental, à plein de choses comme ça. Donc on apprend beaucoup de choses d'eux. On a vu beaucoup d'émissions de télévision avec des parties de poker. Alors ils ont des lunettes noires, ils ont quelque chose pour se cacher, pour ne pas montrer leurs sentiments. Pas tous. D'ailleurs, souvent je trouve qu'en tout cas ceux que je préfère, ils ont souvent rien pour se cacher. Mais ils sont beaucoup plus à l'aise, ils maîtrisent plus le jeu. Mais c'est vrai que c'est oui. Maintenant il y a toute une technique. Parce que le poker, c'est un jeu où on ne voit qu'une fois sur 10 les cartes de l'autre. Généralement, le coup s'arrête avant. Donc, il y en a un qui arrive à faire croire à l'autre qu'il a un meilleur jeu. Alors, il y a aussi une chanson que vous avez tournée à Las Vegas, et elle porte justement ce titre. Je te dirai que je t'aime. Je te dirai que je t'aime. Et je me mettrai à genoux. Et il y aura que nous. Là aussi, Vegas, vous êtes devenu amoureux de Las Vegas. Ah, je suis devenu complètement amoureux de Las Vegas. Alors là, je parle à ma femme d'ailleurs, Oui. avec qui on va souvent. Oui, c'est une ville qui est... Elle est très paradoxale cette ville. Elle est parce qu'il y a effectivement cette espèce de parc d'attractions pour adultes. Elle est au milieu du désert, c'est-à-dire qu'à 2 heures de Las Vegas, il y a presque les plus beaux paysages américains. Il y a des canyons partout. Il y a Monument Valley qui est un peu plus loin d'ailleurs, mais elle est entourée de. Et puis on rentre là-dedans, une sorte de faux luxe, mais il y a de tout, il y a tous les spectacles. Là maintenant c'est en train d'exploser parce qu'ils ont construit ce qu'on appelle la Sphère, qui est une salle absolument incroyable où j'ai vu U2 en novembre dernier, c'était dingue. Il y a le stade de foot, il y a plein de choses comme ça, de football américain, attention, hein, pas le foot français, enfin le foot européen, mais il y a quelque chose dans cette ville où on peut tout faire toute la nuit, 24 heures sur 24, tout est ouvert, tout est possible. C'est vraiment l'Amérique au cœur de l'Amérique. Et puis vous avez effectivement rencontré des grands champions. Alors leur nom n'est pas connu en France, Phil Ivey ou Mark Newhouse, on ne les connaît pas, mais ce sont des stars à Las Vegas. Ah bah Phil Ivey, c'est l'un des plus grands joueurs de poker de tous les temps. Effectivement, j'ai eu la chance de jouer à sa table pendant toute une journée, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et il y a un joueur de poker dont le nom est très connu parce qu'il a pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les Marines, il a joué au poker, il a gagné beaucoup d'argent, et c'est comme ça qu'il a lancé sa première campagne électorale. C'était Richard Nixon.
Ah bah ça m'étonne pas. Tous les Américains ont un lien avec le poker. Ah oui, mais lui, ça lui a permis de devenir président des États-Unis. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a chanté le poker, un Français, et vous le connaissez parfaitement. C'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on sait que les cartes puis on les cartes. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Vous connaissez cette chanson de Charles Aznavour et Pierre Roche? Alors non, mais j'ai reconnu Charles Aznavour, effectivement, celle-là, je la connais pas. Eh ben oui, c'est une des premières chansons qu'il a écrites avec Pierre Roche au Canada, son complice d'alors. Ça a eu du succès à Montréal, qui chantait dans les cabarets. Il l'avait écrite là-bas. Et puis Pierre Roche a épousé une Québécoise, Aglaé, et Aznavour est revenu en France. Il a eu quelques années de misère, il a habité chez Piaf, et après, on connaît la suite. Oui, tout à fait. Mais il ne jouait pas au poker, mais il le chantait. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important pour vous dans votre carrière, ce sont les Restos du Cœur, car vous avez quand même passé 9 ans au Restos du Cœur, c'est pas rien. Ah non, c'est une grande aventure. C'est venu comme ça, on vous l'a proposé dès le début? Oui, en fait, mon album est sorti en septembre 2008. L'année d'après, on me l'a proposé. En janvier, ils avaient déjà chanté Toi plus moi, j'étais pas là. Et moi, j'ai intégré la troupe l'année d'après. Et on a chanté Ta main, d'ailleurs, avec toute la troupe. Et c'est, oui, je me souviens du soir de novembre, on m'a appelé pour me demander d'intégrer la troupe. Et c'est quelque chose d'important, c'est une sorte de collectif tout à fait différent de ce qu'on peut imaginer et unique. Oui, il y a vraiment l'idée de la cause avant tout, c'est-à-dire vraiment de rapporter le plus d'argent possible au Resto du Cœur. Donc les enfoirés servent à ça. C'est le seul but, c'est ça. Et d'ailleurs, quand après moi j'ai proposé à Jean-Jacques Goldman d'écrire une chanson originale pour arrêter de faire des reprises en disant on va gagner plus d'argent pour les restos, et c'est le cas. Et d'ailleurs depuis maintenant il y a que des chansons originales parce que ça parfois c'est moins diffusé en radio mais ça génère plus de revenus à l'association des Restos du Cœur. Ce qui est l'essentiel. Et aujourd'hui, je sais qu'ils en ont de plus en plus besoin et que les temps sont difficiles pour eux, tout à fait. Comme pour beaucoup d'autres. Et cette chanson, je crois que ça s'appelle Juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu'au bout. Qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. C'est juste une petite chanson qui viendra. Et Goldman a accepté tout de suite parce que c'était culte, sa chanson. Oui, non, mais c'était à l'occasion effectivement d'un hommage à la chanson des Restos. J'avais écrit ça avec MC Solar et c'est vrai que ça fait partie des nouvelles chansons des Restos du Cœur. Ouais. On sait que Coluche est un jour allé, après avoir décidé de faire les Restos du Cœur dans la loge de Goldman, il chantait, il lui a dit est-ce que tu peux me faire une chanson? Et c'est comme ça que la chanson est née, grâce à Coluche et Goldman. En quelques soirs, ça a été immédiat. Oui, carrément. En plus, c'est vraiment une bonne idée de Coluche. Il s'est dit c'est qui le meilleur aujourd'hui? C'est Goldman, je vais demander une chanson à Goldman. Et Goldman s'est dit pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que les Restos du Cœur, on ne pouvait pas imaginer que ça existerait un jour. Non, mais on a surtout du mal à imaginer que ça existe encore. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, et c'est. Mais j'aime beaucoup la vision de Goldman, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas parce qu'on le fait qu'on dédouane d'autres de le faire. De prendre en charge le problème, mais il y a ce problème-là, donc nous on fait ça. Et puis il y a eu le confinement, et pendant le confinement vous avez travaillé, vous avez écrit 2 chansons qu'on a découvertes sur internet. Je crois qu'il y a eu Ça ira mieux, et parce que c'était difficile comme période. Oui, la chanson, c'était dans quelques temps, Ça ira mieux, effectivement. Oui. C'est une chanson, à l'époque, on savait plus trop quoi faire. On était un peu perdu. Donc, l'avantage des réseaux sociaux, c'était de garder le lien. Ça a permis à beaucoup de gens de pas se sentir trop seuls. Et ensuite, moi, j'ai écrit cette chanson en me disant, faut garder quand même l'espoir. Ça de toute façon, vu la situation, ça ne peut que aller mieux. Voilà. Et donc vous avez écrit cette chanson, et puis une autre, et ça c'est assez rare, parce qu'on parlait beaucoup des infirmières et des infirmiers, vous avez écrit une chanson pour les enseignants, ces profs. Nous nous sommes connus de l'été à l'été, professeur disparu, mais au fond à jamais, car si je parle et j'écris, si je sais qui je suis, si j'explique et qu'on soit, si ma vie se construit. Alors ça si c'est j'ai une le chanson cœur importante finalement qu'on connaît pas beaucoup. Oui, mais c'est vrai que alors les profs la connaissent souvent. Ouais, c'est très important parce qu'en fait, je suis devenu prof à la maison. Donc je faisais les cours, on recevait les cours, je faisais les cours avec mes enfants et je me suis rendu compte à quel point c'était
technique en fait, parce que même avec mes propres enfants, il y a un moment où comprendre le dosage, vous savez, vous avez envie qu'il termine, mais sauf qu'au bout d'une heure, et encore une heure, je suis gentil, mais la concentration chez un enfant en plus jeune, c'est compliqué. Et nous, en tant qu'adultes, on se dit, mais non, mais vas-y, t'as bientôt fini, on pousse. En fait, il faut qu'ils prennent des pauses, faut prendre du temps, faut être pédagogue, apprendre à expliquer quelque chose qui nous paraît à nous évident parfois, ou des choses qu'on maîtrise plus du tout parce qu'on a oublié. Et en fait, j'ai eu une révélation sur à quel point déjà c'était un métier que j'adorais, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, mais là je me suis dit c'est quelque chose que je serais pas capable de faire. Donc je vais rendre hommage. Ah oui, je vais rendre hommage aux profs, parce que avoir 30 élèves, moi c'était mon enfant, ça m'a permis peut-être d'avoir la patience, mais il a fallu ce moment-là pour que je comprenne à quel point leur métier est compliqué, et combien il est important. Parce que en plus là, moi ils étaient au primaire, donc il y avait le côté vraiment les bases. Je me suis dit voilà, si se loupe à ce moment-là, après tout le reste c'est compliqué. Donc vraiment les bases, non, je trouve que ce métier-là, instituteur, prof, enfin tout à tous les stades, je trouve ça assez exceptionnel. Oui, c'est important justement pour l'avenir et pour la vie. Et la vie, on va en parler à travers une autre date, le 26 janvier 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Grégoire. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Grégoire, on a parlé de vos débuts, de poker, de vos albums, des Restos du Cœur, et puis enfin le retour, le 26 janvier 2024, un nouvel album qui s'appelle Vivre, un mot d'espoir, et c'est dans ce message d'espoir, il y a cette chanson justement qui porte le titre de Vivre. Oui mes amis, nous allons vivre, et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, n'oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, sans condition, vivre. Un vrai message d'espoir dont on a besoin. Bah, c'est gentil, oui, effectivement. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je pense que pas mal de personnes ont compris que c'était important avec le confinement, justement, qu'il fallait être heureux, qu'il fallait essayer d'éviter de s'enfermer, soit dans un boulot, soit dans une situation géographique, soit même parfois dans un couple dans lequel on n'est pas épanoui et qu'il fallait prendre des grandes décisions. Et je pense qu'aussi, c'est important, effectivement, de vivre. Alors, c'est tout le message de mon album, c'est-à-dire de ne pas subir sa vie. Et à côté de ça, aussi de profiter du moment présent, de savoir profiter des choses et de prendre le temps. Donc c'est un message qui me tenait à cœur depuis longtemps et que j'avais envie de partager aujourd'hui. Oui, vous tenez à cœur depuis longtemps parce que vous ressentiez ce message, c'était aussi votre art de bien vivre. Vous avez connu des temps difficiles, les petits boulots, le RMI, et puis ensuite ça a marché. Oui, il n'y a pas que ça aussi. J'ai malheureusement eu des décès de proches, et ça m'a fait comprendre que la vie était courte et qu'à un moment on passait beaucoup de temps à s'arrêter à des futilités. Donc ce message-là, ça fait longtemps que ça mûrit, et maintenant que j'ai les enfants, comme j'ai fait pendant 8 ans, j'étais absent des scènes, j'ai fait pas mal de projets, mais j'étais dans l'ombre. Maintenant que je reviens, j'ai envie de vraiment transmettre quelque chose, un message que j'assume vis-à-vis d'eux, et de leur dire voilà, la vie, elle est belle si on le décide. Et il faut pas avoir d'excuses. C'est pas parce qu'on vit des moments difficiles qu'il faut se complaire dedans. Il faut toujours avancer, et si on cherche, on trouve. Charles Trenet disait la vie est un rêve traversé par des cauchemars. On digère les cauchemars et le rêve recommence. Oui, si on les digère. Mais ouais. Il faut les digérer. Il faut vouloir les digérer. Il y a des gens qui restent enfermés dans leurs cauchemars parce que parfois c'est compliqué pour eux, et il y en a d'autres, et ceux-là, je les plains moins, c'est ceux qui s'en servent d'excuses. C'est autre chose. Ah oui, ça m'agace. Alors, 8 ans d'absence, pourquoi? Parce que vous entendez plus depuis longtemps, Grégoire. Non, mais en fait, c'est 8 ans sans tourner. Oui. Après, moi, j'ai mis en musique les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux. J'avais mis en musique les poèmes de La Fontaine, Maurice Carême pour les écoles primaires avec l'Éducation nationale. J'ai mis en musique une comédie musicale, Bernadette de Lourdes. Donc, j'ai fait plein de choses. Quand j'ai eu mes enfants, en fait, naturellement, je me suis tourné vers des projets qui me permettaient de créer quand même, mais de rester à la maison. Parce que je voulais pas que ma femme me dise, tu sais, l'enfant, ton fils, il a 5 ans. Oui. Et de pas m'en être rendu compte. À cet âge-là, d'ailleurs, tout le temps, ça passe vite. Mais déjà, quand ils sont tout petits, ça va très très vite, l'évolution. Je voulais être là quand ils commencent à marcher. Je voulais être là. Je voulais les emmener à l'école aussi. Enfin, c'est ça, j'allais dire, c'est un peu mon côté goldmanien. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a influé ça. Je voulais avoir une vie comme ça et je voulais pas que ma carrière prenne le pas. Donc, j'ai fait plein de projets
où j'étais dans l'ombre. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui les connaissent sans savoir que j'en fais partie. Mais et voilà, maintenant ils ont 11 et 9 ans, ils sont plus indépendants. Ça les amuse aussi de me voir sur scène. Donc je me suis dit ok, on repart et maintenant on va faire un vrai truc. Donc quitte à repartir, on y va à fond. Et cet album, ça a été un long travail d'écriture et de composition. Oui, c'était un long temps de réflexion parce qu'il y a des chansons qui... Alors parfois les chansons elles arrivent comme ça d'un coup, mais ça fait 1 an, 2 ans parfois qu'on les réfléchit. Donc c'est vrai que cette chanson Vivre, que ce soit même... J'ai écrit une chanson qui s'appelle Je te pardonne. Donc l'idée du pardon, l'idée qu'il fallait pardonner, même à ceux qui nous ont fait du mal, même j'allais dire à la mort, de nous avoir pris des gens, le fait de cette réflexion sur le pardon et de pouvoir l'assumer, d'expliquer que je pense que le pardon aujourd'hui c'est le plus important et c'est ce qui nous permettra à chacun d'avancer. Voilà, c'est des choses de réflexion et après il faut trouver les bons mots pour pas que ça devienne trop lourd, que ce soit quand même léger, un peu chanson et pop. C'est un juste dosage. Voilà. Alors cet album, vous l'avez travaillé chez vous en télétravail, dirais-je. Oui. Mais vous avez quand même voyagé. La preuve, le clip de cette chanson. Viens, le monde est à nous. Viens, le monde est à nous. On va vivre chaque jour, on va vivre notre amour comme si c'était le dernier. Chaque seconde de chaque heure, on prendra tout le bonheur et jamais à moitié. Il y a un style, Grégoire, on le reconnaît musicalement, c'est très curieux. J'espère quand même, il y a une petite patte, Oui. c'est une empreinte. Alors, je pourrais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien, j'essaie d'avoir cette continuité. En tout cas, j'essaie d'évoluer aussi, donc il y a des petits changements, mais il y a quand même une identité, oui. Alors, cette chanson, le clip a été tourné dans l'Ouest américain. Exactement. Pourquoi ? Monument Valley, le Grand Canyon. Je suis fan de Vegas, je suis fan de ces, et je suis fan vraiment de ces paysages, de cette sensation de liberté qu'ils offrent à la nature, et puis ce fait qu'on se sent tout petit. En même temps, j'adore le voyage. Je pense que c'est très important, la rencontre avec les gens. Ça me fait moi vraiment voyager, ça m'inspire beaucoup. Donc j'ai pris ces paysages parce que je pense que ça parle à tout le monde. Il y a ceux qui y sont allés, il y a ceux qui n'y sont pas allés mais qui rêvent d'y aller aussi. Donc je voulais faire puis les images, il y avait un hommage je veux dire à John Ford, à tous ces westerns qui ont bercé mon enfance. Il y a plein de raisons. Voilà. Et il y a aussi un musicien qui vous a influencé qui s'appelle Ed Sheeran, je crois. Oui, et entre qui a autres. travaillé pour Robbie Williams, c'était leur suite, et qui a une particularité, point commun avec vous. À 14 ans, il a fait son premier album en autoproduction. Ah bon? Oui. Ah ça je savais pas. Mais après oui, c'est vrai que c'est un touche à tout qui se débrouille tellement bien et qui fait tout seul et qui a une carrière assez exceptionnelle et j'aime beaucoup. Et puis il est anglais, en même temps il a mêlé tous les sons américains, il est brillant. Voilà. Et il y a une autre influence, c'est The Lumineers, c'est un groupe américain qui, je crois, a fait la première partie de U2. Oui, mais en tout cas, c'est un groupe folk américain qui a gardé cette espèce d'identité. Quand on parle de folk, on parle de folklore, donc cette identité un peu vraiment américaine, un peu roots, c'est-à-dire les racines. Et moi, c'est une musique qui me parle beaucoup. Alors, dans cet album, il y a une autre chanson dont le titre est étonnant parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît et malheureusement, pas beaucoup de gens le respectent. Tout ce que l'on dit, mais qu'on ne fait pas. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas. Là aussi, c'est un art de bien vivre, ça correspond à ce que vous recherchiez. Oui, exactement. C'est contre la procrastination, parfois et la paresse aussi, parfois quelque chose dont j'ai été coupable, j'admets. Mais le fait d'écrire des chansons, souvent je me donne un conseil à moi-même. Et donc il y a cette idée de se dire oui, il faut arrêter de parler tout le temps, de dire je vais faire ci, je vais faire ça, et de pas le faire. Donc moi, en sortant cette chanson, je me suis dit maintenant tout ce que je dis, je le fais. Et d'ailleurs, c'était aussi ça faisait longtemps que je disais que je vais aller tourner un clip dans l'Ouest américain, je l'ai fait. Voilà, parce qu'effectivement, on est entouré de gens qui lancent des informations pour faire parler d'eux et qui ne font jamais rien derrière. Et oui, exactement, et ça brasse du vent, etc. Moi, je pense que les actes sont plus importants que les paroles. Et voilà, cette chanson, elle résume tout ça. Et donc, en plus, ça parle de la résilience, ça parle de tout ce thème de la vie, du fait d'avancer. Et vraiment, je pense que faire les choses qu'on a envie de faire ou qu'on dit,
C'est important parce que ça nous équilibre. Alors, il y a quelqu'un qui aussi vous a influencé et vous réfléchissez à lui quand vous vous promenez dans le parc où il s'est promené, c'est Jean-Jacques Rousseau. Ça fait partie de votre réflexion. Alors ça dépend, oui, je vais pas non plus, j'allais dire, c'est quand même de grands noms, mais en tout cas, il habite, son parc, il a habité pas loin de chez moi, c'est moi qui habite près de chez lui. Oui. Et il y a son parc, effectivement, mais c'est vrai que ça fait partie, le fait des promenades, le fait de la réflexion comme ça et le rapprochement de la nature, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, et puis lui aussi critiquait le règne des apparences dans la société, et les beaux parleurs, ça fait partie des apparences. Oui, exactement, c'est vrai. Après, je veux dire, je ne cautionne pas trop son rapport à ses enfants. C'est autre chose, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Et donc j'aime bien aimer les gens en entier. Donc voilà, il y a certaines pensées, oui, mais c'est vrai que c'est non, je pense que les enfants, c'est trop important. C'est essentiel, je dirais même. Alors, il y a une autre chanson dont le sous-titre est trop beau, trop con, et ça s'appelle Une trace d'amour. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. On fera toujours partie de ceux qu'on croit débiles, parce que gentils. On fera toujours partie de ceux qui dans les films restent polis. C'est vrai que ça aussi, ça correspond à cet album, c'est l'art de bien vivre finalement. Oui. Bah là, c'est une chanson, c'est un hommage aux trop bons, trop cons, à ceux qu'on n'entend pas mais qui agissent. Alors ça revient à ce qu'on disait juste avant, c'est les actes sont plus importants que les paroles. À ceux qui sont gentils, qui sont bienveillants et qui souvent, bah voilà, se font marcher dessus par ceux qui parlent fort et qui font finalement pas grand-chose. Mais et j'allais dire ça, être trop bon, trop con, trop généreux, c'est pour moi une qualité. Je pense qu'à terme, on s'en rendra compte. Et surtout, dans tous les domaines, je pense que c'est important. Oui, puis ce sont les beaux parleurs, finalement, ceux qui parlent fort, au bout d'un certain temps, ils disparaissent, et c'est ceux qui sont discrets, trop bons, trop cons, qui s'en sortent. Oui, voilà, c'est de toute façon ceux qui laissent une trace, et notamment une trace d'amour, c'est ceux qui font des choses, qui avancent. Je pense notamment aussi à tous les bénévoles, qui sont pas là forcément à revendiquer quoi que ce soit, et donc c'est vrai que ce sont ces gens-là qui pour moi, font avancer les choses. Voilà. Et c'est important aussi, cette chanson, elle fera partie de votre nouvelle tournée, parce que vous repartez en tournée. Exactement, à partir du 21 mars, on commence à Bordeaux, et puis tournée dans toute la France, et j'ai hâte parce que je raconte mon histoire, je parle entre chaque chanson, c'est un spectacle un peu particulier, mais qui est construit un peu comme un conte, et d'ailleurs les gens sont assez surpris parce que chaque chanson illustre le propos que je viens de tenir, donc ils s'écoutent les paroles tout le temps, et l'idée, c'est qu'à la fin on se dise que la vie est belle si on le décide. Ouais, avec des anciennes chansons et les nouvelles. Et évidemment, il y aura toutes les chansons. Ça très important. Il faut pas renier quoi que ce soit. Donc moi, je mets un patchwork de tous mes albums. Et puis moi, je suis fasciné parce que quand les anciens vous connaissent, parce que vous faites ça depuis 15 ans, mais les jeunes vous connaissent aussi. Oui, bah alors d'ailleurs mes enfants ont commencé à chanter mes chansons à l'école. Alors évidemment, ils avaient Toi plus moi qu'ils connaissaient, mais parfois il y avait 2-3 chansons, comme moi je m'écoute pas en boucle chez moi, il y a des chansons comme Soleil ou comme d'autres, comme Danse, etc. Ils étaient là, ils disaient, et puis on leur disait, mais tu sais que c'est ton papa? Ah bon? Ah non, celle-là je savais pas. Voilà. Et donc voilà, donc c'est vrai que maintenant c'est assez marrant, et la jeune génération, même les scouts qui apprennent la promesse, etc. C'est vrai qu'il y a toute une génération parfois qui n'arrive pas à visualiser qui je suis, mais qui connaissent mes chansons. Voilà. Et une nouvelle chanson à apprendre, elle est dans cet album, c'est À vous. À nos passions d'adolescence que l'on croyait éternelles, à nos coups de foudre, à nos lances, nos baisers au goût de miel, au cours de lycée d'insouciance, carpe diem en oxygène, à ceux qui ont tant. Ça, c'est vraiment une déclaration d'amour à la famille, aux amis et à ceux qui vous aiment. Oui, et même à ceux qui nous aiment pas. À un moment, je dis même à nos meilleurs ennemis, à nos pires ennemis, parce qu'en fait, c'est une déclaration d'amour à tout le monde, à tous les gens qui ont fait ma vie. Et je pense que ceux qui m'ont créé des frustrations, qui m'ont énervé à un moment, m'ont permis aussi d'avancer.
Alors, c'est d'abord la famille, les amis et tous ceux qui sont proches, mais c'est aussi, voilà, c'est toutes ces personnes qui ont jonché mon chemin et qui font que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai envie de transmettre ce message. Voilà, et vous avez dit un jour que vous ne pourriez pas faire d'autre métier que la chanson, Grégoire. Oui, alors, je sais pas, mais en tout cas de la création. Voilà. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, ça, de créer quelque chose, d'arriver à exprimer des sentiments, à exprimer des choses, peut-être pour moi me faire avancer et peut-être parfois faire avancer certaines personnes. Et cette leçon de vie à travers l'album Vivre est un devoir, si j'ose dire. Et j'espère. Pas seulement pour les enfants. Il y a cette tournée donc qui démarre le 21 mars à Bordeaux et toutes les dates sont sur votre site internet. Merci Grégoire, merci pour ce retour et puis continuez ainsi parce que je pense que ça ne fait que commencer. Merci adorable, merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.